Je suis née dans une caravane et je vis toujours dans ma caravane, je suis toujours dedans. Ils ont un mode de vie hors du commun. On ne veut pas une vraie maison proprement dite. On a besoin surtout que la famille se retrouve. Je suis entré dans la maison, j'ai dit c'est un caveau. J'ai refermé la porte, j'ai rendu les clés. Ils vivent sur les routes en communauté. Des fois, on est une centaine. On ne sait pas pourquoi, on est appelé l'appel du grand large, on va dire. Parfois, ils ont bien conscience qu'ils dérangent. Dans la vie de tous les jours, c'est pas si facile. Sale gitane, c'était toujours des insultes comme ça. Je ne pense pas qu'un sédentaire puisse vivre la discrimination auquel on est confronté sans arrêt. Ce serait très difficile pour eux. Mais qui sont vraiment les gens du voyage? Des choses magnifiques dans cette culture. Et quelles sont vos valeurs fondamentales? Ne te moque jamais des riches. Ça pourrait arriver. Leur univers bien à eux, ils nous le font découvrir aujourd'hui dans Toute une histoire. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Ils ne représentent que 0,6% de la population française et pourtant, les débats autour de cette communauté passionnent l'opinion publique. Tziganes, manouches, gitans, Roms, qui sont-ils vraiment? Eh bien, nous allons vous faire découvrir dans cette émission inédite ces communautés qui ont choisi de vivre sur les routes. Gens du voyage, leur vie pas comme les autres, c'est le titre de Toute une histoire aujourd'hui. Nous allons ouvrir la première partie de notre émission, Toute une vie sur les routes. Et pour cette émission exceptionnelle, nous avons beaucoup de monde en plateau car c'est en grande communauté qu'ils vivent et c'est ainsi qu'ils sont venus aujourd'hui. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour notre rendez-vous L'Histoire continue. Nous retrouverons d'anciens invités, Isabelle et Erline, qui nous parleront de leur nouvelle vie. Mais d'abord, entrons dans le vif du sujet en découvrant en images la vie d'Alain et Maria, d'origine gitane. Ils vivent en caravane depuis plusieurs générations. Pour mieux comprendre à quoi ressemble le quotidien de ces gens du voyage, nous sommes allés passer une journée avec eux, le prix de la liberté. C'est le titre du reportage que nous leur avons consacré. Ça se passe dans le Val d'Oise, où ils vivent actuellement. Cergy Village, en banlieue parisienne. Un peu à l'écart du centre-ville, sur un terrain vague, 40 caravanes ont fait leur apparition il y a plusieurs semaines. Elles appartiennent à la communauté des gens du voyage. Parmi eux, il y a Alain, 60 ans. Ah, j'ai trouvé que du pain. Voilà. Bah, déjà, à midi, on s'est assuré. J'habite ici avec ma femme dans ma caravane. Après, j'ai ma fille Priscilla qui est de l'autre côté avec la caravane aussi. Et j'ai mes enfants, mes petits-enfants qui sont là avec Landers et Brooklyn. Ici, grand ou petit, chacun a sa propre caravane. Quel dommage, j'avais un bon jeu, tu m'as tout pris. Brooklyn, Landers, allez, c'est l'école. On arrive. Ce matin, Priscilla emmène ses enfants à l'école. Une école un peu particulière. C'est des antennes réseau scolaire qui viennent à nous. Bon, c'est pas facile et je préférais qu'ils soient à l'école normale, mais bon, vu qu'on est toujours sur le voyage et tout, on n'a pas le choix, c'est les camions qui viennent à nous. Allez, Brooke, cours vers toi. Allez. En fonction de son niveau, chacun son camion. Brooklyn et son frère, Landers, ne vont à l'école que 2 fois par semaine. J'aimerais bien faire infirmière plus tard, mais avec l'école à domicile, c'est compliqué en fait, parce qu'elle vient pas vraiment souvent. Soit tu es sédentaire ou soit tu voyages. C'est 2 trucs différents. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi être sédentaire. Pendant que son mari est au travail et que ses enfants sont à l'école, Priscilla s'occupe de l'intendance de la caravane. La vie du quotidien, c'est tous les jours le ménage, le ménage, le ménage. Et à l'intérieur de sa caravane, on pourrait penser qu'elle n'y a jamais mis les pieds, ni même posé les fesses. S'il ne serait pas plastifié, comme par exemple là, vous voyez, un petit trou, tout ça, il faut que j'emmène à plastifier, parce que ça fait des taches. Et si ça fait des taches, c'est pas propre. C'est pour ça. C'est un peu maniaque ou pas ?
Je dirais pas maniaque, mais oui, j'aime bien la propreté, j'aime bien l'ordre, j'aime bien que ça soit bien rangé. C'est petit, mais ça nous convient. Je changerai pas ma caravane pour rien. C'est ma vie, on l'a quelque part. Bon, on l'a pas choisi parce je suis née comme ça, mais j'ai eu l'occasion, si je voulais, de rester en maison ou n'importe quoi, mais ça m'a jamais intéressé. Le voyage, nous, c'est le voyage. On nous enlève ça, on nous enlève notre vie. Hein. Et la vie de Priscilla ressemble à celle de toutes les autres femmes du campement. Quant aux enfants, pas de télé ni de jeux vidéo, ils passent la plupart du temps à jouer dehors. Dès qu'il en a l'occasion, Alain tente de créer un dialogue avec la population du village. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Ça va très bien, ouais. Voilà. Je voudrais un petit peu de chipolata, s'il vous plaît. Oui. Je voulais vous demander... Oui? Je fais partie de la communauté des gens de voyage. Est-ce que vous avez eu des échos ou entendu parler de nous? Franchement, je crois qu'il y a une personne qui m'a dit. Ah, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'ils font là? Oui, il y a une personne. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Après, c'est vrai qu'on n'a jamais beaucoup de contact avec vous. Hein. Oui, c'est parce vrai, que, hein. bon, il y a quand à part même... pour vous servir un peu de marchandises. Voilà. Mais Oui, c'est parce tout. qu'il y a quand même... Puis souvent, on ne discute pas beaucoup avec vous. C'est hein. ça. C'est Le vrai. problème, c'est qu'on voilà. n'entend pas assez le dialogue aussi. Le boucher ne semble pas avoir de problème avec les gens du voyage. Pour d'autres commerçants, en revanche, les préjugés sont toujours bien présents. Est-ce que vous avez quelques soucis avec la communauté en particulier? On a toujours un petit peu une petite appréhension. On sait, voilà, par le passé que dès qu'il y avait du gens du voyage, il y avait forcément, entre guillemets, forcément du vol, quoi. Mais à aujourd'hui, je pense que ça change avec les nouvelles générations. Voilà. S'il vous plaît. Merci. Retour au campement, c'est la fin de la journée, l'ambiance est plutôt détendue et pour la préparation du dîner, Maria fait avec les moyens du bord. Alors là, c'est le système D. Hein. On s'adapte à tout terrain. C'est vrai qu'on ne demande pas grand-chose, on demande un peu d'eau, un peu d'électricité et la liberté. C'est tout ce qu'on demande. Les glaçons, fabrication maison. Le feu symbolise le bonheur, le souvenir. Le feu, c'est la vie. Et les ancêtres, parce que quand on est au bord du feu, on voyage. Et on voyage énormément, à travers le temps, mais on voyage. La musique est là aussi pour nous rappeler quand même qu'il y a quand même des moments de bonheur et puis qu'on capte ces moments de bonheur. Hein. Et nous allons passer à table. C'est peut-être le dernier soir dans ce campement. Alain et sa famille ne savent jamais quand ils reprendront la route. Là, ils sont tout émus. Alors là, il y a toute la famille, il y en a plein dans le public. Un peu timide, hein, Woukine et donc très ému de vous voir comme ça à l'image. Alain, bonjour. Bonjour. Pourquoi ému? Tout à fait. Mais, écoutez, ça remue des souvenirs de nos anciens. Je le dis tout à l'heure dans le film, le feu, ça évoque énormément de souvenirs. Et puis nos traditions aussi qui sont là, qui sont d'actualité quelque part aussi. Ému peut-être aussi qu'on s'intéresse à vous d'une autre manière que ce qui fait la une des journaux télévisés en général? Tout à fait. Ça donne un autre regard, si vous voulez, sur la communauté en général, parce qu'on a du mal à... Moi-même, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai un mal de vivre mon identité quelque part, parce que je subis au quotidien l'exclusion, la discrimination sous toutes ses formes. Et ayant fait partie, si vous voulez, un petit peu de la vie active de la société française, où j'ai participé énormément puisque j'étais salarié. Et j'ai fait mon temps d'armée aussi, quelque part aussi. Et j'ai tout donné sur le sol national. Alors, et on ne me reconnaît pas comme tel. On a besoin d'eau et d'électricité et de liberté. C'est un peu votre devise. Quelles sont vos origines à vous, Alain? Moi, de par ma mère, je suis gitan, pur et dur. De par mon père aussi, je suis shinto, quelque part aussi. Alors, gitan d'où, alors? De quelle origine? D'origine italienne et d'origine espagnole aussi. D'accord. Et vous, Maria, vous êtes de quelle origine? Moi, je suis alsacienne. Alsacienne? On n'irait pas, mais bon. Ça ne dirait pas. Oui, mais alsacienne de quelle origine? Avec des ancêtres qui venaient d'où?
Mes grands-parents, mes parents, toute la famille était alsacienne. Ah bon, d'accord. Très bien. Sur les routes? Sur les routes. Qui on voit sur cette photo-là? Alors ça, c'est mon grand-père. Là, mon grand-père, l'oncle de ma mère Ouais. et les 3 frères de ma mère. D'accord. Vous aviez combien de frères et sœurs, Alain? Ouh là là, on est 22 le Comment on mois. appelle ça, 22 frères et sœurs. Petite famille, mais qui ne m'empêche pas, même si j'en avais d'autres, je serais très heureux, parce que vous savez que chez nous, la famille prend une place très importante. Et vous vous déplacez en bande, si j'ose dire? Tous les frères et sœurs, toute la famille? Non, on a cette, comment dire, quelque part aussi, nous, on a subi la modernité, si vous voulez, qui fait que nos parents nous ont plutôt instruits dans le monde des sédentaires, à travailler auprès du monde sédentaire. Ce qui fait que j'ai beaucoup de frères et sœurs qui se sont sédentarisés, mais qui ont toujours l'âme du voyage, qui n'excluent pas toujours de partir un petit peu. Voilà, Oui, parce que chez vous, sédentarisé, il faut quand même partir 3 ou 4 mois par an sur les routes. Oui, on ne peut pas, comment dire, je ne peux pas associer quelqu'un à la sédentarisation définitive. Chez nous, ce n'est pas. Il y a toujours une âme qui voyage quelque part et on a ce besoin de partir. Je ne dis pas que quand il fait mauvais temps, mais quand il fait beau, on ne sait pas pourquoi, on est appelé l'appel du grand large, on va dire. C'est ça. Et alors, parmi vos frères et sœurs, certains voyagent avec vous. Vous vous déplacez en général à combien de caravanes? Bon, ça dépend. Des fois, on est une centaine, des fois, on est une cinquantaine. Oui, c'est par groupe. Ça dépend, c'est par groupe. Ça veut dire quoi, c'est par groupe? Alors que je vous explique. Avant, on roulait une dizaine de caravanes, donc on se faisait, on va dire, pratiquement agresser. Par qui? Par les gens des villages où on arrivait, les gitans, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on roule en groupe parce que, disons qu'on est plus, on a plus, comment on va dire, de résistance. De résistance. De manière à montrer quelque part aussi que le fait d'être isolé, nous sommes quand même des cibles potentielles la plupart du temps, on l'a vu un peu. Parce que je vous le dis, je suis impliqué au jour le jour avec cette difficulté que rencontre notre communauté. Généralement, l'effet isolé, vous savez, c'est très néfaste. Donc, la possibilité de se déplacer en groupe permet quand même aussi, entre guillemets, d'avoir un peu le rapport de force aussi. Okay, un peu plus d'autorité. Je peux vous le dire parce que je le subis encore avant-hier. Qu'est-ce qui vous est arrivé avant-hier? Avant-hier, où on est arrivé dans un village, on est parti suite au reportage un petit peu 2 jours après. Et on est arrivé dans un village où on a occupé un stade désaffecté. Oui. Instantanément, bon, monsieur le maire était là le soir, et la gendarmerie était là aussi, bien sûr. Donc vous avez occupé illégalement un stade désaffecté, parce que normalement, Alors, on va voir les histoires de juridiction, mais normalement, on vous alloue un terrain pour les communes au-dessus de 5000 habitants. Là-dessus, c'est vrai que c'est un sujet que je traite au niveau national, puisque je suis quand même de la commission nationale. Et alors, donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a occupé illégalement, bien sûr, pour dire les mots comme il se doit, une aire, si vous voulez, qui était, comment dire, désaffectée, où il y avait de l'herbe assez haute et tout ça. Où on a eu la gendarmerie qui est venue, et je me suis dit, monsieur le maire, demain, je viendrai vous voir. Et la gendarmerie, le lendemain matin, a devancé en disant, on va essayer de trouver un protocole d'accord, parce qu'il y a cette illégalité aussi de la part des communes, on leur rappellera tout à l'heure, si vous voulez. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Alors, comment on s'est rencontrés avec... Ma sœur était mariée donc avec son frère et Alain c'était un copain. Disons au départ c'était un copain. Et puis après au fil des temps, c'est devenu voilà, plus que ça. On est ensemble et tout voilà. ça. Et... On a créé des liens, on va dire. Et vous êtes mariés? Oui. Quelle est la tradition tzigane du mariage? Ben moi, on m'a posé la question, on m'a demandé si Alain m'avait enlevé. Non, pas du tout. Alors, parce qu'il y a la tradition Elle était spontanée, hein. Vous voulez dire qu'elle était d'accord? Voilà, mes parents étaient tout à fait d'accord. Elle était consentante. Voilà. Parce que c'est quoi la tradition de l'enlèvement? C'est ce qui se non, fait au moment du mariage? Vous l'expliquez exactement, c'est quand les jeunes s'entendent bien quelque part, entre, on va dire, entre filles et garçons, il y a, comment dire, une entente qui se crée. Bon, généralement, les parents sont au courant, mais on ne sait pas quand va arriver le moment où la fille et le garçon vont partir ensemble. Et je veux dire, c'est toujours d'un commun accord. Hein. Ce n'est pas un enlèvement de tradition où on enlève la fille pour pouvoir dire, bon, ben, non. C'est-à-dire qu'il l'enlève avant de la demander en mariage? Non, il ne l'enlève pas. Il n'y a pas de demande en mariage. Il y a un retour, si vous voulez.
On appelle un Je retour. comprends rien. Alors, il enlève, il y a un retour. non. Bon, en gros, ils couchent ensemble, quoi. Voilà, quand le garçon et la fille sont de convenance, D'accord. ils s'en vont. Alors, pour X raisons, mais généralement, la jeunesse est au courant. Donc, ils favorisent quelque part un petit peu le départ de ces jeunes aussi. Ouais. Vous comprenez là? D'accord? Oui. Ouais. Quand il y a un couple qui s'entendent bien et qui veulent partir, les Ils font jeunes... crac-crac, Non, ils font boubou dans la... Non, ce n'est pas encore ça. Oui, Donc, c'était si vous le voulez, truc ils mettent au courant quand même quelques jeunes de leur entourage. D'accord. Et ils s'en vont ensemble, de convenance avec les jeunes. Alors, ils s'en vont une semaine, évidemment, le temps que les parents puissent préparer le retour, ce qu'on appelle le retour. J'ai compris. Voilà. Et vous étiez partis combien de temps tous les deux? On est partis 3 mois. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant 3 mois? Non, Nous, on alors- est partis 3 mois parce que je suis partie avec Alain qui travaillait sur les chantiers. Les chantiers de quoi? Il faisait des chantiers, il travaillait, il était... J'étais moniteur instructeur Voilà. sur les engins TP et j'étais technicien des soins à la grande profondeur. Bon, Voilà. combien d'années de mariage tous les deux? Bientôt 40. Bientôt 40 ans. Il y a des noces, on fait des noces de diamants, d'or et tout ça dans Oui, votre tout à fait. communauté? Ben, chez nous, c'est toujours des noces de diamants. Votre fille est avec nous, c'est votre fille? Oui, c'est Jessie. Jessie, Oui. bonjour. C'est vous qu'on a vu dans la caravane? Non. Non, Ah non, c'est votre Sa sœur. sœur. Oui. Priscilla. Ah, vous ressemblez dedans. Oui. Donc vous avez toujours vécu dans cet univers? Oui, toujours. Est-ce que vous avez déjà tenté de dormir dans la maison que vos parents avaient achetée? Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes sédentarisés, tous les deux. C'est un petit peu compliqué en fait. Ils ont gardé cette maison 20 ans. Et ils ont décidé de la vendre parce qu'on ne l'habitait pas. Et pour finir justement les travaux qui devaient être faits dans cette maison, il a fallu aller les réaliser. Mais en fait, il fallait dormir dans la maison. Alors on n'a pas bien compris l'histoire de la maison. Alors vous avez vécu en caravane et puis à un moment donné, vous avez souhaité vous installer dans une maison, c'est ça? Alors, est-ce qu'on reprend depuis le début? Non, Pourquoi? parce que là, on y est encore demain. Non, hein. alors la sédentarisation, bien sûr, elle a quand même aussi, une part importante. Par obligation, par nécessité, par des fois contraintes. On a eu les périodes scolaires, on a eu des contraintes familiales, on a eu beaucoup de choses qui sont liées à la sédentarisation. La maison, si vous voulez, quelque part aussi, c'était un pied-à-terre de manière à pouvoir, attention, je le dis bien, je le souligne, pour ceux qui me connaissent, savent de quoi je parle, on ne veut pas une vraie maison proprement dite. Ce qu'on a besoin, nous, c'est surtout une pièce de vie, surtout l'hiver. On a besoin surtout que la famille se retrouve. Voilà, c'est ce qu'on appelle la pièce de vie, la pièce familiale. Et on a besoin de ça, en quelque sorte. Bon, donc alors cette maison, vous y avez vécu ou pas? À côté, à côté. À côté. La caravane à côté. Et vous? Ben moi, j'ai essayé d'y dormir. En fait, on a été obligés d'aller réaliser ces travaux, donc il a fallu dormir dans la maison. Donc une chambre chacun, pas possible. Ah bon? Mais pas possible. C'est-à-dire? Pas possible parce qu'il a fallu que... il y en a 2 qui sont partis sur le canapé lit. Mais pourquoi pas possible? Vous vous Et sentiez nous, non, enfermés? pas, c'est pas nous, c'est pas, ça Ce nous n'est- ressemble pas en fait. Ah, Voilà, ce c'est n'est pas, ce n'est c'est pas pas. com- Je dis pas compatible. que on n'a pas tenté l'expérience. Après, on l'a retenté. Bon, Vous vous sentez quoi? En prison? c'est pas pareil. Je saurais expliquer pourquoi. Je sais pas l'expliquer pourquoi on se sent pas à notre place. On se sent pas. C'est très difficile. C'est très difficile. Comme sais, je je vous peux- dirai demain, d'habiter dans une caravane. Je pense que ça va aller un moment. Ah, moi, j'adorerais ça. Ouais, Ouais, mais j'ai pas, déjà pas continuellement. Pas continuellement. Alors, vous avez 3 enfants. Oui. À quoi ressemble leur vie? Est-ce qu'ils vont à l'école? Ils ont quel âge déjà? J'en ai un qui va avoir 19 ans. J'en ai une qui aura 16 ans bientôt aussi. Vous les avez eu à quel âge? 19 ans. Alors, Et ils font quoi? Et le petit dernier qui a 6 ans. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour le grand? Pour l'aîné, en fait, lui, il a décidé de reprendre un petit peu la relève. Donc, c'est-à-dire s'inscrire pour pouvoir travailler comme son père, en fait, dans le bâtiment ou l'élagage. Il s'adapte un petit peu à tout, vous savez, les jeunes chez nous. Donc, le père, il est de la communauté aussi ou... Oui. Pas mal, hein? Ah, merci. Je dirais. Il tourne dans James Bond ou pas? Non. Je sais pas, je vais l'inscrire peut-être. Un casting, des fois. Belle famille. Merci. Il manque l'aîné.
Est-ce qu'ils vivent comme les jeunes de leur temps? Ils ont Internet, ils ont un portable? Ah oui, complètement, oui, oui. Mais si vous voulez, en fait, voilà, chez nous, c'est ce que je... Enfin, quand on m'a demandé pour mes enfants s'ils avaient le Internet, s'ils avaient des téléphones portables, j'ai répondu oui, ils ont tout ça, oui. En fait, c'est pas leur priorité. En fait, je dis pas qu'ils vont pas sur Internet et je dis pas qu'ils téléphonent pas parce que c'est toute la journée aussi. Ils le font aussi toute la journée, mais Ils vont sur les réseaux sociaux aussi. C'est pas trop leur. En fait, ils ont. Quand on est sur le voyage, si vous voulez, c'est pas notre priorité. C'est pas. Et justement, quand on est dans le voyage, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux spécialement consacrés aux gens du voyage? Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'hiver, quand on est chez nous, on va dire quand on est chez nous, en fait. C'est où chez vous? Du côté de Montauban. Ouais. Voilà. Et où là, on est une partie de l'hiver sédentarisée. D'accord. En fait, oui, là, ils sont peut-être un petit peu sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Mais en fait, l'été, quand on voyage et qu'ils se retrouvent entre plusieurs jeunes, qui sont plusieurs jeunes, ils ont tellement de choses à faire ensemble, ils font tellement de choses que je veux dire, ça reste pas leur priorité. C'est-à-dire que l'été, pour vous, c'est la fête, en fait. C'est se retrouver tous ensemble. C'est la liberté. Voilà. Alors, l'hiver, vous vivez dans une maison? L'hiver, je vis pas dans une maison, oui, chez mes parents. C'est-à-dire lui, ils sont propriétaires d'un terrain, en fait, et moi, j'ai ma caravane chez eux. Alors, ah, d'accord. Donc là, vous êtes sédentarisé sur un terrain, mais toujours dans une caravane. Il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que les enfants, chez nous, sont toujours encadrés. En étant mariés, avoir des enfants, il y a toujours les parents derrière, il y a toujours une hiérarchie qui existe chez nous, c'est que le plus grand fait toujours attention au plus petit. Et ça, c'est fondamental chez nous parce que, comme je dis, la famille, mais au sens très large du terme. Voilà, alors ça fait on a construit un hangar de 18 mètres de long sur 10 mètres de large. Donc on leur a fait Elle a une grande cuisine avec un petit salon, elle habite chez moi. L'autre côté, il y a une autre cuisine avec un petit salon. Disons qu'ils mangent dedans. Pour l'hiver. Mais il dort dans la caravane. Et l'été, alors, vous voyagez où? C'est toujours les mêmes voyages ou vous changez à chaque fois? Pas forcément. Vous allez où, par exemple? Dans toute la France, là, actuellement, je suis sur Mulhouse. Voilà. Et vous faites quoi? Et après, moi, je suis commerçante ambulante, donc je me déplace dans toute la France. Est-ce que vous souffrez de la mauvaise image dont vous... Du rejet? Oui, du rejet. Est-ce que vous le vivez, vous, au quotidien? Je l'ai mal vécu. Aujourd'hui, je me prends en main. Voilà. Qu'est-ce que vous avez entendu qui vous a dérangé ou qu'est-ce que vous avez subi? Souvent, c'était à l'école, le collège, ou sale gitane, ou c'était toujours des insultes comme ça. Après, on passe au-dessus, quoi. Après, c'est pas ça. Après, il y a des choses plus graves, si vous voulez, qu'on n'a pas conscience quand on est jeune. Et on se dit, en fait, quand on nous insultait, tout ça, c'est pas bien grave. Il y a des choses beaucoup plus graves. Il y a des choses beaucoup plus graves, vous voyez, comme le stationnement. Aujourd'hui, quand on parle de stationnement, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais attendez, on vous a fait des aires d'accueil. Hein. Alors, il faut aller sur ces aires d'accueil. » Il faut voir aussi les conditions de vie aussi sur les aires d'accueil. Et ça, voilà, ça m'embête, ça me dérange. Après, la discrimination, on l'a vu aussi au quotidien. Aussi pour, Elle fait partie de notre quotidien. Elle fait partie de notre vie. Par exemple, du jour où on se lève jusqu'au coucher, pratiquement, c'est notre quotidien. C'est pareil dans les... Je ne pense pas qu'un sédentaire puisse vivre la discrimination auquel on est confronté sans arrêt. Ce serait très difficile pour eux. Alors, Delia, bonjour. Oui, bonjour. Sophie. Quelles sont vos origines à vous, Delia? Moi, je suis une tzigane de Roumanie et je fais partie de la tribu Lovari. On m'appelle Delia Romanes la Terrible, mais je suis gentille. Hein. Et pourquoi on vous appelle comme ça, alors? Ça, c'est mon mari, c'est Alexandre qui m'a mis cette petite surnom. Ah bon? Pourquoi la Terrible? Parce qu'elle est très douce. Regardez ses yeux. Que faisaient vos ancêtres, Delia? Mes ancêtres, donc les femmes, ils étaient avec les pièces de l'or dans les cheveux, ils faisaient les lignes de la main. Moi, je l'ai fait mieux que tout le monde. Je l'ai fait jusqu'au coude. Donc, et les hommes, ils faisaient des commerces avec les chevaux, marchands des chevaux. Alors, les lignes de la main, c'est quelle main? Les deux. Les deux? Vous les faites toujours? Il faut de l'entraînement? Là, maintenant, je ne le fais plus. Moi, je le fais mieux qu'elle. Alors? Attention à ce que vous allez dire. Je vois beaucoup d'amour. Ah, bah merci. Ça tombe bien. Mais avec moi. Voilà. Alors, vous dites être
tzigane. À quel niveau? À quel niveau? C'est ma façon de vivre, c'est dans la mentalité. Les vêtements? Vous portez toujours une jupe? Ah oui, toujours. Parce que chez nous, c'est une marque, une jupe longue. C'est une marque de pudeur. On ne veut pas montrer nos fesses. Même s'ils sont jolis. Ça doit plaire à votre mari, ça, non? Cette idée. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les tribus gitanes et tziganes, on l'a senti un peu, mais c'est des sociétés matriarcales. Tout part des femmes. Et donc, en fait, si vous voulez, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a des choses magnifiques dans cette culture. Et une partie des tribus, de la communauté, est en train de sortir de cette esthétique. Et alors, comme c'est une société matriarcale, en gros, je n'aime pas le mot, les patrons, c'est elles, quand elles commencent à raccourcir leurs jupes, quand elles commencent à s'intéresser à la mode, à la compétition sportive, à la réussite sociale, et qu'elles ont oublié, malheureusement, qu'elles ont oublié la médecine gitane et tzigane, eh bien, malheureusement, on part La société périclite. Complètement. Ouais. Alors là, dans le public, toutes les femmes sont assises au premier rang, justement, pour bien définir, justement, cette société matriarcale. Alors, vous travaillez tous en famille. Une petite partie de votre grande famille est donc avec nous dans le public. Quel est votre métier? On fait du cirque. On dirige un tout petit cirque qui s'appelle Romanes, Cirque Tzigane. Donc là, tous les deux, vous êtes mariés depuis 21 ans. Vous avez combien d'enfants? On en a assez. C'est-à-dire? On en a beaucoup. On en a 6. 6? Oui, 5 filles et un garçon. Ils sont nés où, vos enfants? Un petit peu partout. Hein. Dans la caravane, un petit peu partout dans chaque pays où le cirque il allait. Toujours dans la caravane? Oui, dans la couche dans la caravane, non. Jamais. Alors, vos enfants sont dans le public. Nous allons accueillir sur notre plateau votre Benjanine. Elle s'appelle Rosa et elle vient nous rejoindre. Elle est où, Rose? Il y a ma fille. Rosa, c'est ta tenue de fête ou c'est ta tenue de tous les jours? De tous les jours. De tous les jours. Tu es toujours habillée avec une jupe longue comme ça? Oui. Tu aimes bien être habillée comme ça? Oui. Comment ça se passe avec le regard des autres, de tes copines de ton âge? Enfin, à l'école ou... Ouais. J'aime pas trop l'école déjà parce qu'on me traite toujours de sale gitane et tout. Je me fais toujours insulter, donc... comment on dit? Je reste toujours à côté du surveillant. D'accord. Quand il y a la récréation, elle reste à côté du surveillant pour ne pas être agressée. Ouais. Alors, comme tous tes frères, sœurs, cousins et cousines, toi aussi, tu joues dans le cirque de tes parents. Ouais. Quel numéro fais-tu? Le trapèze volant, les bolasses avec le feu, les sangles. Quoi, les cendres? Les sangles. Elle s'enroule avec des sangles, elle monte. Elle a 7 ou 8 numéros, en fait. C'est ma meilleure artiste. Pas de salaire, pas de charge sociale. Ça, c'est bon, c'est vrai. Ça doit être agréable. On va avoir l'inspection du travail. Comment tu imagines ton avenir? Circassienne. Comment? Circassienne. Circassienne. C'est-à-dire elle ne veut faire que du cirque. D'accord. Tu travailles tes numéros depuis quel âge? Depuis que je suis petite. Il faut savoir que quand ma première fille est née, j'ai fixé au plafond de la caravane un petit trapèze avec le lit de la petite. Et mes filles, elles ne savaient pas marcher, elles se pendaient déjà au trapèze. Non. Là-bas, j'ai ma fille de 18 ans. Elle a 17 ans de trapèze. Elle se cache là-bas. Alexandra, de beaux yeux. Lève la main, lève la main. Donc, si je comprends bien, c'est une vie très saine, beaucoup de sport, une vie familiale avec des valeurs, une vie chaleureuse. Vous vous retrouvez, vous avez le sens de la communauté. C'est beaucoup de valeurs positives, tout ça. Hein. Et il y a des proverbes exceptionnels. Je voudrais vous en dire un ou deux. Si tu es au fond du trou, arrête de creuser.
Et je vais vous en dire un autre qui est très rigolo, que j'aime beaucoup. Ne te moque jamais des riches. Ça pourrait arriver. Alors, on va saluer notre expert, Louis de Gouillon-Matignon. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association de défense de la culture tzigane. Vous êtes passionné depuis toujours par cette communauté, vous êtes devenu expert en la matière et vous allez nous éclairer tout au long de notre émission. De quelle origine êtes-vous vous-même? Je suis ce qu'on appelle un gadjo dans la langue des tziganes, c'est-à-dire celui qui ne fait pas partie de la communauté. Oui. J'habite à Paris, je suis parisien, j'ai vécu toute ma vie à Paris et depuis 15-16 ans, j'ai la chance de vivre avec les gens du voyage, les citoyens français itinérants, de voir la façon dont ils travaillent, de pouvoir comprendre leur langue et de pouvoir comprendre leurs traditions. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé aux gens du voyage? C'est une question très importante car elle justifie mon engagement auprès de ces gens-là. À 15 ans, alors que je faisais de la musique, de la guitare, j'ai découvert un très grand musicien français qui s'appelle Django Reinhardt, qui est mort en 1953. Et suite à cette découverte, je me suis rendu compte qu'en France, on avait des gens qui jouaient une musique très française, bien particulière, qui était le jazz manouche. Et j'ai voulu en savoir plus, j'ai voulu en savoir davantage. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas aller les rencontrer? Alors ça ne s'est pas fait comme ça tout de suite, ça a été un petit peu dur, il y a eu une démarche. Je suis d'abord allé dans des concerts, puis après je me suis rendu dans un festival de musique, qui est le festival Django Reinhardt à Samois-sur-Seine, qui a lieu chaque année. Et à ce moment-là, j'ai rencontré des gens du voyage, qui sont donc les citoyens français itinérants, qui m'ont proposé de venir dormir avec eux dans leur caravane et de pouvoir m'immerger au sein de leur culture. Alors quand ils vous ont vu arriver avec votre joli costume et votre chemise bien blanche, ils vous ont proposé comme ça de dormir chez eux? Bien sûr. J'essaie de toujours donner une image forte auprès des gens du voyage, c'est une marque de respect. Les gens du voyage ont une culture qui s'articule beaucoup autour des notions de respect et de pudeur. Je crois de se présenter bien, c'est la moindre des choses. Je crois que vous le feriez si vous étiez avec d'autres personnes que vous aimez. Tout à fait. Quel âge avez-vous? J'ai 21 ans. Que faites-vous dans la vie? Je suis étudiant en droit, je rentre en Master 1 à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en droit, et je suis assistant parlementaire en parallèle d'un sénateur qui s'appelle Pierre Hérisson et qui préside la Commission nationale consultative des gens du voyage. Et j'essaie déjà, au travers de l'association que j'ai créée, Défense de la culture tzigane, de promouvoir et de défendre la culture de nos concitoyens itinérants. Pas banal, ça. Vous connaissez Thomas Dutronc? Bien sûr, on a eu un peu la même démarche. Ouais. Lui s'est orienté davantage sur la musique, alors que j'ai choisi la voie plus politique et engagement associatif. Qu'en pensez-vous de ce jeune homme? C'est vrai qu'il est dans un milieu associatif, comme nous le sommes aussi, avec comment dire, un combat tout à fait différent, parce que nous, on est plus impliqués sur le terrain, confrontés tous les jours au quotidien avec les gendarmes, la police, les services administratifs, les tribunaux. Voilà, c'est notre combat quotidien. Par contre, il y a un truc que je voudrais dire sur lui, c'est que lui, il parle la langue et qu'il y en a beaucoup qui ne la parlent pas. La langue donc le manouche. Donc il y en a beaucoup de chez nous qui ne le parlent pas. Lui, il la parle couramment. Par exemple. Que, si je puis me permettre, avant de parler langue, est-ce que je puis me permettre de revenir sur tous ces amalgames et ces discours abscons qui concernent les tziganes, gens du voyage, Roms, etc. Le terme tzigane fait référence à 3 communautés particulières. Les tziganes sont 3 différentes communautés, c'est très important de le dire. En France, on parle des gens du voyage et on parle aussi, à côté dans les médias, des Roms migrants qui ont pour la plupart la nationalité soit roumaine, soit bulgare. Les tziganes qui sont à l'est de l'Europe s'appellent les Roms. Les tziganes qui sont à l'ouest de l'Europe s'appellent les Manouches, ou parfois Sinti. Et enfin, les tziganes de la péninsule ibérique s'appellent les Gitans. Ces 3 communautés-là ont une origine commune, c'est l'Inde. On pense que les tziganes sont partis au XIe siècle de l'Inde, suite à l'islamisation de l'Inde par les Turcs seldjoukides, et au XVe siècle se sont scindés en 3 groupes différents. Aujourd'hui en France, sous l'appellation gens du voyage, cohabitent différentes personnes, avec des cultures différentes, des origines différentes, mais un mode de vie itinérant, un mode de vie non sédentaire, qui fait leur appartenance à cette communauté-là. On parle et on entend souvent dans les battages médiatiques la question des Roms. Les Roms sont des ressortissants communautaires qui ont pour la majorité la nationalité roumaine ou bulgare. C'est vrai qu'il existe des Roms en France, Alexandre et Delia en sont l'exemple type, qui ont la nationalité française, mais aujourd'hui, lorsque l'on parle dans les médias des Roms, on fait référence à des communautés non françaises, ressortissantes des communautés européennes. Mesdames, Messieurs, notre expert. Bravo. Alors, tout le monde tue
le monde veut prendre la parole. Là, cette émission, je préviens la régie, ça va durer 5 heures. Hein. Préparez-vous, parce que là... Comment? Alors, Delia, qu'est-ce qui se passe? En fait, à l'est de l'Europe, oui. les Tziganes ont toujours dit « nous sommes des Tziganes et les non-Tziganes ont toujours dit « ce sont les Tziganes Le mot Rome est une invention très récente, et très récent, et nous, personnellement, nous contestons totalement l'appellation Rome. D'accord. Milo, bonjour. Bonjour. Une réaction à ce que nous venons d'entendre? Oui, bah il y a une diversité de gens du voyage en France qui est énorme. Hein. Vous avez un peu 5 ethnies différentes. Vous avez des Manouches, vous avez des Sinti, vous avez des Yéniches. Vous venez d'où, vous? Nous, je suis Sinti, hein, on vient d'Italie. Oui. Mais c'est très vieux, ça date de 1830. Sinti, c'est d'Italie? Oui, D'accord. Donc, si vous voulez, il y a une diversité qui avant tout, on est des citoyens français aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est un de mes combats que je mène parce que, si vous voulez, je représente notre communauté. Notre famille, qui est une très vieille famille, qui est sur le voyage depuis des siècles, on continue le voyage, tout en étant devenus des gens modernes, parce qu'autrefois, les parents et grands-parents vivaient avec des caravanes à chevaux. D'ailleurs, je vous ai donné quelques photos, je ne sais pas si on va les passer. Voilà, ça, c'est les 7 Paris de la mer. C'est encore plus vieux que les caravanes à chevaux. Comme vous remarquerez les roues, vous voyez, les roues sont en bois. Ouais. Et après, il y a eu l'évolution. Donc ça, c'était à quelle époque? Ça, c'est du début du siècle. Début du siècle. C'est assez beau, à cette époque-là, les femmes n'étaient pas aussi exigeantes que nos femmes de maintenant. Parce que là, nos femmes n'étaient pas aussi exigeantes que nos femmes de maintenant. Qu'est-ce qu'elles sont, les femmes de maintenant? Parce que ces femmes de cette époque-là, les femmes, si vous voulez, élevaient beaucoup des grandes familles. Vous voyez, il y a beaucoup d'enfants. Là, ça, c'est mes cousins. Oui. On était persécutés, tu vois. Vivaient surtout auprès des rivières, suivaient les fleuves, parce que c'était souvent des vanniers. Et donc, on n'avait pas l'eau courante, il n'y avait pas l'électricité, vous voyez. Qu'avec l'évolution, maintenant, alors pour revenir à nos femmes de maintenant, ils veulent l'eau et l'électricité comme chez vous. Donc c'est ce que disait tout à l'heure notre invité, il faut de l'eau, de l'électricité, mais aussi la liberté. Et aussi la liberté, oui. Dans la vie de tous les jours, c'est pas si facile. Bah, j'imagine. Alors je vais vous expliquer, il y a une loi qui existe depuis mai 90, la loi Besson, qui a été modifiée juillet 2000. Nous sommes en 2013, 23 ans après. Il n'y a que 30, si je me permets, il n'y a que 30% des communes qui ont respecté leurs obligations. On est en conflit en permanence avec les municipalités parce qu'ils ne proposent pas l'accueil alors qu'ils avaient une obligation. La loi, c'est que des communes de plus de 5000 habitants doivent disposer d'un terrain, mettre un terrain à votre disposition. Et il y a aussi une loi qui est une jurisprudence, qui n'est pas une loi mais une jurisprudence, qui oblige les communes de moins de 5000 habitants à avoir un terrain sommairement équipé pour l'accueil de 48 heures à 15 jours. Il y a pratiquement, même là, je veux dire, 10% de communes en France qui l'ont. Donc à chaque fois, c'est une bagarre pour vous de pouvoir vous installer. Vous êtes obligé d'anticiper, d'appeler les communes avant de vous déplacer pour essayer de trouver un endroit. Alors, si vous voulez, on s'est pris un peu en main. On a créé, moi, depuis 6 ans, j'ai créé une association qui s'appelle France Liberté Voyage pour plus dépendre des sédentaires, parce que jusqu'à présent, tous les sédentaires qui s'avaient occupé pour nous ne nous avaient pas fait avancer les choses. Donc maintenant, on a créé une association, on a créé un mouvement aussi qui est l'UFAT, qui est l'Union française des associations tziganes, qui regroupe 60 associations ensemble. Et maintenant, on parle à notre nom, si vous voulez, voyez, et on fait un peu bouger les choses. Il faut savoir qu'on a vécu pendant un siècle avec un carnet de circulation, et que c'est nous qui avons fait le recours au Conseil constitutionnel octobre 2012 pour la suppression de ce carnet de circulation. Il faut savoir... C'est un carnet qui devait être validé par qui? C'était une obligation que nous ont donnée en tant que citoyens français itinérants. On avait le carnet et le livret de circulation. Le carnet de circulation vous obligeait à aller tous les 3 mois à la gendarmerie ou au commissariat. Et obligatoire à partir de l'âge de 16 ans. Pendant un siècle, depuis 1912, avant il y avait le carnet anthropométrique et en 69 on nous a mis le carnet de circulation, on a subi ça. Vous voyez, parce que c'est un contrôle judiciaire déguisé. Voilà. Et c'est nous qui avons fait ce recours au Conseil constitutionnel. On a eu l'abrogation l'année dernière. D'accord. Voilà. On va donner la parole à Monique. Oui. Bonjour Monique. Bonjour. De quelle origine êtes-vous? Alors moi, mon origine est tout un poème. Je suis Sinti par mon père. Donc, italienne. Italienne. Je suis Yéniche par ma mère. Donc, mais la mère. C'est où Yéniche? Le Yéniche, c'est l'Alsace, l'Allemagne. D'accord. Et la mère de ma mère était juive. Donc c'est tout un poème. J'ai un cul entre 2 chaises, quoi, on peut le dire. Hein. C'est le cas de le dire. D'accord. Alors, en quoi êtes-vous à contre-courant, vous, justement, de la pure tradition tzigane? À contre-courant, je suis à contre-courant. J'ai 65 ans, je ne suis pas une petite jeunette, mais je suis une femme d'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous ne portez pas de longue jupe, par exemple? Si.
Chez moi, j'arrive, je garde pas ça. Ça, automatiquement, je mets ma robe. Il n'y a pas de problème. Je suis obligée de la mettre. Je me sens mieux d'abord. Mais moi, votre robe, c'est quoi? C'est une jupe comme oui, ça? Voilà, une grande jupe comme ça. Oui, tout le temps, je mets toujours des grandes jupes chez moi. Mais je suis une femme d'aujourd'hui. En quoi? En tout. Ce qui veut dire que j'aime le modernisme, j'aime être une femme de l'époque. Vous voyez, j'ai mes petits pantalons serrés. À 65 ans, c'est pas très beau, mais bon, peu importe. Je me suis fait faire des lunettes. Oui. Ça a été la comédie terrible pour ces lunettes rouges. Pourquoi? Tu vas pas mettre des lunettes rouges à ton âge, et patati patata. Eh bien, moi, je brave les interdits. Ah bon? Je les brave. Et oui, on vit avec son temps. On est à l'Internet. Il faut vivre avec son temps. Je suis une femme de maintenant. Parce qu'elles sont comment, les lunettes, dans votre communauté? Il n'y en a pas. On met pas de lunettes? Non, moi j'ai une sœur qui voit quasiment pas clair, elle n'a pas de lunettes. Donc elle c'est ne lit dégradant. pas. C'est Elle ne dégradant lit pas. ces lunettes pour elle. Elle C'est ne lit beau. pas. Eh bien non, elle ne peut pas. Mais c'est comme si je les enlève. Comme Je je vois vois, pas, c'est bien je vois du rose, de l'orange, je ne vois pas. Eh ben c'est mieux, finalement. Ouais. Regardez là-bas, ça c'est mon fils. Ouais. Ça c'est moi-même. Ça c'est mon mari qui fait ses paniers. Ah bon? Voilà, Parce ça que c'est François. quelle est votre Alors vous profession? voyez, lui, on voit bien qu'on arrive de l'Inde. Hein. Ouais. Vous voyez là-bas? Où? Vous voyez? Non. Qu'est-ce que je dois voir? Il n'est pas très blond, hein? Qui? Votre fils? François, oui. Ah oui, c'est vrai qu'il a, Hein? il a des origines. Et mon mari là-bas. J'ai l'impression d'entendre Marthe Villalonga. Oui, ben c'est ça. L'autre fois, les flics m'ont contrôlé. Oui. Ils m'ont dit, vous êtes pieds noirs? J'ai dit non, mais Marthe Villalonga, il m'a dit, vous parlez comme Marthe Villalonga. Ça, c'est sûr. Ce qui m'a valu une chose incroyable. Ah bon? J'étais partie en Tunisie, parce que j'ai beaucoup d'amis en Tunisie, des gadgets, hein, pas des voyageurs, hein, des gadgets. Et je suis allée là-bas, et donc j'étais à l'hôtel, mais j'ai beaucoup d'amis, donc j'ai un médecin qui est un gastro-entérologue, donc j'étais couchée chez lui, et on avait été voir un spectacle, et donc on allait à l'hôtel tous les soirs, et puis il y avait un spectacle, et l'artiste est tombée malade. Elle ne pouvait pas jouer. Non, vous ne l'avez pas remplacée. Eh bien, je vous assure, demande à ma fille, Sonia. Dis la vérité, Sonia. La vérité. Oui. Et vous l'avez remplacée au pied levé. Au pied levé. Et mon mari, mais t'es folle. Mon frère, mais t'es folle. Mais j'ai dit, pourquoi? Ah, j'ai dit, je suis folle. Eh bien, vous allez voir de quoi que je suis capable, même à 60 ans. Eh bien, je suis montée sur les planches. Il y avait un tas de... Mais c'était un tas, mais c'était énorme. Je ne sais pas comment j'ai fait. Eh bien, j'ai joué ça. Et ce rôle Mais comment vous connaissiez le texte? Non, rien du tout. Vous avez improvisé? Le gars, l'artiste me disait, vous répondrez aux questions simplement, naturellement. Et j'ai répondu aux questions. C'était mon fils qui avait fait un vol, donc ça rentrait bien dans mon truc, parce qu'on est des voleurs. Et il avait fait un vol. Non, mais c'est vrai. Elle est en train de vous casser la baraque. Non, pardon. On n'est pas tous que des voleurs. Et alors, ce qu'il fallait, que j'empêche l'enquête, parce que mon fils était mort, avait été tué par la police. Bon, donc, en gros, vous avez eu du baratin. Eh oui. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont voulu me garder 2 mois, me signer un contrat. Et comme j'avais laissé mon fils, celui que vous avez vu là-bas, donc j'ai pas pu rester là-bas. D'accord. Mais ils m'ont contacté, hein. Mais méfiez-vous, là, il y a des producteurs qui regardent, ils vont mais j'ai été contacter. contactée, je peux pas vous dire combien de fois j'ai été contactée pour jouer. Ah bon? Oui, même à l'époque, c'était Dora Doll, vous connaissez? Oui. Elle est vieille maintenant. Elle est venue me trouver à la caravane pour que je joue. Elle m'a dit, vous êtes une artiste innée. Bon. Vous êtes une théâtreuse. Alors, vous vivez où, vous? Alors, moi, je vis dans ma caravane. Toujours, j'ai pas changé. Je suis née dans une caravane et je vis toujours dans ma caravane. Je suis toujours dedans. Alors là, je suis sur le terrain d'un neveu, qui a un grand terrain. Vous êtes sédentarisée? Non, pas du tout. Non. Je suis toujours dans ma caravane. Oui, mais alors quoi? Vous bougez? On bouge, bien sûr, je bouge, oui. Je bouge, je fais les foires, les marchés. Donc je bouge, après je reviens. Donc vous vendez des paniers? Je fais les paniers, on paye les chaises et puis tout ça. Quelles sont les grandes valeurs auxquelles vous êtes attachée, les grandes traditions que vous respectez? Moi, ma grande valeur, c'est ma famille. Oui. C'est mes enfants. C'est ma grande valeur. Vous en avez combien d'enfants? 5. C'est lui le plus petit, là. Le plus jeune et là-bas, l'avant-dernière. Sonia. D'accord. Alors mon fils a choisi toute une autre voie parce que mon fils chante, fait des spectacles. Ce garçon que vous voyez est pas très jojo. Il a un premier prix de conservatoire. En quoi? En ténor, c'est un ténor. Ah bon? Oui, il a à Limoges. Il a un premier prix de conservatoire de ténor, François. Il chante. Bon. Voilà. Il n'a pas du tout. Mais alors lui, c'est marié avec une fille du voyage aussi. Oui. Voilà, qui nous suit tout le temps. Qui nous suit tout le temps. Très bien. Et alors je voulais dire aussi que on voit souvent des films à la télévision.
On voit beaucoup de films sur nous chez les gens du voyage. Vous allez prendre 10 films. Sur 10 films, vous en aurez 9 où on va toujours nous mettre comme un mal-aimé, comme une bête noire, toujours malfaisant. On fait toujours du mal. On va jamais trouver un film où ils vont nous mettre quelque chose, que nous sommes des gens bien. Mais pourquoi vous n'en écrivez pas un? Ma sœur est en train de faire un livre, je suis avec elle en train de le faire. Ce livre va s'appeler, sortira l'an prochain, ce film va s'appeler « Nous, les Indiens d'Europe » ou « Le cul entre deux chaises ». Non, mais c'est vrai. Ce film, on est en train de le faire. Il va sortir sûrement à la fin de l'année prochaine. Bon. Votre fille est là, vous avez dit? Sonia est là-bas. D'accord. Et alors, Sonia, vous avez un micro, Sonia? Tiens, je vais venir vous voir parce que je vous ai vu glousser et rentrer votre tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est une sacrée personnalité, la maman. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est une personnalité et c'est ce qui fait justement le charme et puis de son franc-parler et puis de sa vérité. En fait, elle est naturelle parce nous sommes naturels. Et c'est bien, ma fille. C'est bien. Mais en fait, aujourd'hui, je suis fière de voir ma mère à la télévision. C'est vrai. Parler des gens du voyage parce qu'on n'en parle pas assez. Oui. Je suis très fière d'avoir vu mon père. Oui. Mon frère. Oh, vous êtes fière et émue. Est-ce que vous vivez avec eux aussi dans la caravane? Plus maintenant. Je suis sédentaire et vous faites quoi, depuis vous, quelques Sonia? temps. Alors, je suis chanteuse. Vous aussi, mais c'est que des artistes dans cette famille. Oui, tous chez nous. Et sauf moi, un peu de théâtre, quoi, mais bon. Je suis aussi auxiliaire de vie. Vrai, hein. Oui. Bon, là, je vais reprendre la chanson. J'ai fait un break parce que j'aime les gens, j'aime donner, j'aime bien sûr. Pourquoi recevoir. vous êtes émue comme ça, Sonia? Pourquoi je suis émue? Oui. Parce que aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont savoir que je suis du voyage alors qu'ils ne le savent pas. Excusez-moi. Et qui mangent très souvent à ma table. Je les reçois bien, je les reçois trop bien. Ouais. Je suis toujours coquette, toujours bien mise. J'ai des idées politiques, j'ai des idées à moi, des idées de vie, mais des idées sincères. Ouais. Ces gens-là, quand ils vont savoir aujourd'hui que je suis du voyage, ils vont dire c'est pas possible qu'une fille du voyage est venue s'occuper de moi, me faire la cuisine, chez des gendarmes, et je n'ai jamais rien volé, même pas un sucre. J'ai des bons points dans mon travail. Dans le spectacle, c'est pareil. J'étais meneuse de revue dans un spectacle de cabaret. Il y avait 45 danseuses. Il y avait des gens autour de moi. On me faisait des toilettes. Je chantais. J'étais bien vue. Quand on a su que j'étais du voyage, eh bien, quelques personnes sont venues me dire « Ah, toi, tu es ci. Ah, toi, tu es ça. » Et moi, je leur répondais « Non, je ne suis pas comme vous dites, vous. Je suis comme moi, je suis. Et je suis la seule à savoir qui je suis réellement. » Et les gens parlent à tort et à travers de nous. Et ça, je ne comprends pas comment on peut parler. On essaie aujourd'hui de vous donner la parole et de lutter contre ces a priori. Oui. Alors, mon papa, qui est vannier, est un guéniche. Les guéniches, en Alsace, ce sont les vanniers. Voilà. Ils parlent le Teitsch, c'est un langage. Nous avons plusieurs langages, nous ne parlons pas tous le même. Ma mère, c'est tout feu, tout flamme. Mon père, c'est beaucoup plus posé. C'est un homme très réservé. Parce que les gens, les Yéniches, sont comme ça. D'accord. Vous voyez, on a une mentalité différente, même si nous sommes un peuple vaste. Et alors, le mélange des deux, ça donne moi. Merci en tout cas. Voilà, je vous remercie. Merci d'avoir pris la parole et d'avoir défendu votre cause. Est-ce que ce monsieur parlé, il a des livrets de circulation et des carnets? Mon mari que vous avez vu, parce qu'avec ces carnets, on se sent étranger dans notre propre pays parce que nous sommes français. Mon mari que vous avez vu a fait 28 mois de guerre d'Algérie. Son frère a été rappelé en Algérie. Un autre a été pris en Tunisie. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Mais les gens du voyage ont fait l'armée. Mon mari en est la preuve. Et ça, les gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas. Parce que nous sommes des Français, mais nous sommes étrangers dans notre pays. On est des étrangers. Avec ces carnets, c'est livré. Nous sommes des étrangers. À annoncer, parce que vous savez qu'on travaille à la suppression de la loi 69. Et la loi 69, c'est les titres de circulation. Il n'y aura plus de titres de circulation. On va rentrer dans un droit commun. Et on commence déjà à peu près à l'avoir. Parce que depuis quelque temps, on a le droit à une carte d'identité. Et je montre ma carte d'identité. Depuis 2 ans seulement, on a le droit à ça. Hein, voilà. Délia, pourquoi vous êtes venue avec votre sac? Pour pas qu'on lui vole. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Pour pas qu'on me vole mes papiers, parce que je suis traumatisée. Je suis française depuis 3 ans, mais j'ai mis quand même 25 ans
pour avoir mes papiers. Et je suis toujours avec cette idée que je peux les perdre. Et c'est extrêmement difficile d'aller faire les papiers. Donc vous les avez toujours avec vous. Francine, bonjour. Bonjour Sophie. De quelle origine êtes-vous, vous, Francine? Alors moi, je suis yéniche et manouche. Comme nos autres invités, vous avez donc grandi sur les routes. Pourquoi donc êtes-vous assise face à nos invités? Parce que je suis une femme. Et je suis donc aussi, je suis sédentarisée. Oui. Et nous avons aussi, pendant toute notre vie, été toujours semi-sédentarisés, pour raisons personnelles et médicales dues à un problème familial d'un petit frère qui était gravement malade et qui avait besoin de soins particuliers donc pour mon petit frère. Bon, nous découvrirons votre témoignage dans quelques instants. Les lois pour cette population qui vit sur les routes sont de plus en plus draconiennes. Alors, quel avenir ont encore les gens du voyage? Eh bien, nous en parlerons dans notre deuxième partie, juste après ces messages de la rédaction. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Alors que vous étiez déjà adulte, vous avez découvert que vous aviez un frère ou une sœur. Vous avez appris sur le tard que votre père avait déjà eu un enfant avant de rencontrer votre mère. Votre père a mené une double vie et vous avez découvert que vous aviez un demi-frère ou une demi-sœur. Avant votre naissance, votre mère avait accouché sous X et après des années, elle a retrouvé cet enfant qu'elle avait abandonné. Vous venez d'apprendre que vous avez un frère ou une sœur et vous hésitez à prendre contact avec lui ou avec elle, ou vous allez bientôt vous rencontrer pour la première fois. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Depuis leur première visite sur le plateau de Toute une histoire, la vie d'Isabelle et Herline a bien changé. C'est un enfer, quoi. Non. C'est vraiment difficile. J'aimerais bien trouver une solution. J'étais en dépression, quoi, donc j'étais fatiguée, j'arrivais plus à gérer, quoi. Dans l'histoire continue, Herline et Isabelle nous diront pourquoi elles ont retrouvé le sourire. Et nous découvrirons en images à quoi ressemble leur nouvelle vie aujourd'hui. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez été un parent maltraitant et après des années de violences physiques ou psychologiques, vous réalisez enfin que vous avez fait du mal à votre enfant. Vos enfants vous reprochent d'avoir été trop exigeants avec eux, ils ont vécu cette pression comme une maltraitance. Vous avez été pris de pulsions violentes envers vos enfants et vous avez demandé leur placement pour les protéger et de l'aide de la part de spécialistes. Votre conjoint maltraite ou a maltraité vos enfants et vous avez dû faire un signalement pour que cette violence cesse ou vous hésitez à le faire. Maltraité physiquement ou psychologiquement pendant votre enfance, vous avez peur de reproduire le schéma. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Les gens du voyage seraient entre 300 à 400 000 à parcourir les routes de France. Nos invités sont avec nous aujourd'hui pour nous faire découvrir leur vie, leurs coutumes et nous permettre d'apprendre à mieux les connaître. On va avancer maintenant avec notre deuxième partie. Quel avenir pour la vie de Bohème? On parlait tout à l'heure avec Francine, vous nous disiez juste avant le message de la rédaction, être sédentarisée, votre parcours est atypique. Où avez-vous grandi? Alors moi, j'ai grandi dans la région de la Haute-Loire, près du Puy-en-Velay, où mes parents étaient propriétaires d'une maison, comme je vous le signalais tout à l'heure, pour raisons aussi médicales. Hein, et ils étaient vanniers, récupérateurs, c'était des artisans et alors commerçants. Vous êtes l'avant-dernière d'une famille de combien de frères et sœurs? 12 enfants. 12 enfants. Quelle éducation avez-vous reçue? Alors l'éducation que j'ai reçue, elle est exactement la même que mes compatriotes ou que mes collègues, comme ils vous expliquent. Nous avons, si vous voulez, aujourd'hui, j'ai reçu les mêmes choses sur le mariage, sur la valeur de la famille. C'est exactement la même chose. Est-ce que vous partiez, vous aussi, sur les routes à un moment donné? Oui.
Bien sûr, je faisais les vendanges avec mes oncles, mes tantes. On faisait les fêtes foraines aussi. Et je partais avec ma mère faire les villes pour aller, ce qu'on appelle manga, pour aller chiner, pour vendre. Ma mère faisait les hôtels aussi avec le cadenage, le rempaillage. On vendait aussi la toile de lin dans les hôtels. Et j'ai toujours vu ma mère donc travailler. Nous étions des commerçants et artisans. Et vous êtes mariée à un gadget? Je me suis mariée à un gadjo, en effet, à 17 ans. Ouais. Et donc, avec lui, vous avez mené quel type de vie? Alors, aujourd'hui, je suis divorcée. Ce n'est pas certainement parce que c'est un gadjo, spécialement. Disons que c'est... On dit un gadjo ou un gadji? Oui, un gadjo. Gadji, c'est pour... il y a le masculin et le féminin. D'accord. Donc, gadjo, c'est masculin. Alors, je me suis mariée dans les traditions du mariage, parce que donc mon ex-mari fréquentait beaucoup de gens du voyage à cette époque-là, donc avait déjà une connaissance, était attiré par ce monde aussi, tout en étant sédentarisé. Et mon ex-mari sortait d'une famille bourgeoise et très conformiste, on peut dire. Donc il a quoi? Alors lui, il a épousé carrément la vie du voyage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lui, il vit en caravane et moi, je suis sédentarisée. Ah d'accord, carrément. Quel est le sens de votre présence ici aujourd'hui? Alors le sens de ma présence ici, pour moi, c'est ma vision. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir, si vous voulez, sur tout ce qui a été débattu concernant les problèmes de discrimination dont nous avons toutes vécu, même sédentarisées ou pas sédentarisées. Nous les avons vécus, donc on ne va pas reprendre tous les problèmes au niveau de la culture, des coutumes, des choses. C'est-à-dire que moi je fais aujourd'hui, en tant que femme, j'ai une autre vision. Oui, c'est ma vision personnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes en 2013, et si vous voulez, mon parcours est quand même peu banal en tant que femme, gens du voyage. Par rapport à mon enfance, j'ai eu la chance et la malchance, mais j'ai eu beaucoup de chance, je pense, aujourd'hui, d'avoir suivi une scolarité. Et vous vous bagarrez pour ça aujourd'hui, pour que les femmes aient accès au savoir? Je pense, on ne pourra pas changer des décennies. On ne pourra pas changer des décennies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important. Je le vois, j'ai fait mon expérience personnelle. Ça ne change rien à ma culture. Au contraire, aujourd'hui, je suis sédentaire. Ma fille a sa maison à côté et mon autre fille achète son appartement. Donc, la famille, elle est toujours préservée. Ouais. Mais l'une de vos filles est repartie sur les routes, quand même. Une de mes filles est repartie semi-sédentarisée, mariée avec un manouche. Comment vous le vivez, ça ? Alors au départ, ça a été un petit peu, je ne vous cache pas, c'était un peu compliqué. Je vous dirai pourquoi, parce que j'avais, je pense, avoir une crainte des difficultés aujourd'hui que vivent les gens du voyage pour les stationnements, pour la scolarité. Et je pense que, personnellement, je n'avais pas envie que mes enfants vivent ces difficultés. Ouais. Quelque part, je pense qu'il doit y avoir ça. Je me sers de ma propre expérience, c'est-à-dire que je suis pour l'éducation. Qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai été chef d'entreprise. J'ai eu mon magasin de décoration et je suis beaucoup engagée en tant que déléguée nationale au FERV, Forum européen Roms et gens du voyage, au Conseil de l'Europe, et en tant que vice-présidente aussi de l'Union nationale française Zigane. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que femme, il y a un message à porter pour les femmes de la communauté, parce que les femmes sont les premières médiatrices. Alors, donc, votre message, c'est ne pas renier ses racines ni sa culture, mais on ne peut pas avoir accès à des outils qui vous permettront d'être encore plus forte. Oui, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'exemple de ma famille, je suis aujourd'hui heureuse que mes enfants, on peut dire, on ne sait pas ce que sera demain. J'ai poussé mes enfants à suivre une scolarité. Mes filles, j'ai 4 filles. Une, est juriste. Une autre, aujourd'hui, une autre a fait une école d'infirmière. J'ai une autre fille aussi qui était esthéticienne. Et par le biais de là, si vous voulez, j'ai voulu que mes filles aient un bagage de sécurité, en somme. Vous devez en être fière. Juste le regard des hommes là-dessus. Alain ? Moi, c'est pas compliqué, la preuve, puisqu'elle est quand même vice-présidente de mon asso. Donc, on joue quand même la parité. Ça veut dire qu'elle a quand même sa part aussi de responsabilité dans le monde du voyage. Monique ? Eh bien, moi, je trouve tout à fait bien et très bien que les femmes s'émancipent, que les femmes s'instruisent. Parce que, figurez-vous, moi, vous savez comment j'ai eu la chance de pouvoir m'instruire. Nous étions dans un village et mon père s'était cassé un pied et il a fallu rester pendant plus d'1 an sur la place. Et c'est comme ça que j'étais à l'école. Et c'est comme ça que j'ai passé un certificat d'études qui, à l'époque, était glorieux. À l'époque, dans les années 60. Bravo, mesdames, messieurs. Certificat d'études. C'était glorieux, glorieux.
Vous voulez pas faire de la télé, vous? Pardon? Vous voulez pas faire de la télé? Oh, ben, je pourrais, je suis dans mon domaine. Alexandre, comment vous voyez l'avenir des gens du voyage? Ce regard déjà sur les femmes et cette évolution? Moi, je pense que dans quelques dizaines d'années, on parlera de nous comme on parle du dernier des Mohicans, puisque, évidemment, on est broyé par la modernité, par le progrès, par... La société. Et c'est très dommage parce que nous sommes une société matriarcale. Je crois qu'on est les seuls au monde à être comme ça. Il y a une médecine gitane et tzigane qui soigne énormément de choses sans médicaments, c'est-à-dire intelligemment. Et toutes ces choses vont être perdues. Bon. Alors justement, si vous le permettez, pour la médecine, nos parents, nos grands-parents nous ont légué un héritage, un énorme héritage qui fait justement de nous renforcer ce que l'on est aujourd'hui. Bon, je vous promets qu'on fera une émission là-dessus, le matin ou l'après-midi sur la médecine. Oui, dernier mot. Oui. Moi, je trouve que ce que Alexandre dit s'avère vrai dans la mesure où aujourd'hui, on voit que la majorité des gens du voyage ne parlent plus la langue qu'ils parlaient autrefois. C'est pas la majorité. Beaucoup, je trouve. C'est une minorité. C'est une minorité, je me plains encore. Ici, on le parle tous. Je pourrais apporter juste le comment non, dire. parce qu'on n'a plus le temps, là. Parce que je crois que c'est très important de dire que pour défendre les gens du voyage, il est aussi très important de s'attacher à défendre leur culture, que ce soit le mode de vie de façon itinérante, que ce soit la langue, que ce soit les traditions ou les représentations. Je crois qu'on vous a donné la parole aujourd'hui. Alexandre, on a vu peut-être un livre que vous avez écrit? Je crois que c'est le dernier. C'est un peuple de pommes. Pas celui-là, hein, c'est les poèmes qui sont... J'ai plusieurs recueils de poèmes chez Gallimard. D'accord. On pourrait faire 10 heures d'émission, on n'aurait pas fait le tour du sujet. On a des opinions différentes par rapport, si vous voulez, à notre avenir. Hein. Il faut savoir qu'en France, vous avez 500 000 gens du voyage qui continuent à voyager et qui se battent pour le voyage, mais qui sont avant tout des Français itinérants. D'accord. Et c'est le combat que l'on mène. Et moi, je ne suis pas d'accord, comme il parle dans 10 ou 20 ans, il n'y aura plus de... je peux vous le garantir. Vous allez vous battre que je vais me battre pour ça. D'accord. Voilà. Très bien. Et que je vais continuer à défendre cette culture qui est le voyage. J'ai été heureuse, moi, qu'on vous donne la parole aujourd'hui. J'ai trouvé que cette émission était passionnante et on va certainement se bagarrer auprès de la production pour vous redonner la parole parce que c'est vrai qu'on finalement... Ça manque d'infos encore. Comment? Ça manque beaucoup d'infos. Ça manque beaucoup d'infos, mais on le refera, promis, juré. Merci à tous, merci d'être venus. C'est justement... parce que nos invités n'ont pas forcément des vies comme celles des autres qu'on les aime. Et chaque jour, ils viennent encore agrandir la famille de toute une histoire. Aujourd'hui, nous allons prendre des nouvelles de deux jeunes femmes au caractère bien trempé. Souvenez-vous, il y a un an, nous avions fait la connaissance d'Herline et d'Isabelle. Pour elles, comme pour tous nos autres invités, l'histoire continue. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Je vais commencer avec vous, Herline. Le 2 mai 2012, d'abord je vous trouve complètement transformée. J'avais eu le plaisir de vous recevoir dans une émission intitulée « Mon physique hors norme me gâche la vie ». Et c'est vous qui aviez répondu à notre appel à témoins. Pour quelle raison? Effectivement, quand j'avais vu l'appel à témoins, j'étais tout de suite interpellée parce que j'avais ce problème-là de pilosité excessive. Donc, sur le en visage. d'autres mots, voilà, sur mon menton, sur le visage, donc de la barbe. Et dès que j'ai vu l'appel à témoins, tout de suite, j'ai dit ça, c'est pour moi. Alors j'imagine que vous viviez difficilement cette particularité physique? Bien sûr, je le vivais très très mal, très mal. J'avais du mal à me regarder dans le miroir, parce que je n'aimais pas voir mon visage avec de la barbe. Même dans la rue, j'avais des réflexions assez blessantes. Et des adolescents qui me disaient « Barba papa » ou on me demandait « Tu es une fille ou un homme ?» Donc c'est vrai que c'était vraiment très très dur pour moi. Qu'est-ce que vous attendiez de notre émission? Tout d'abord, je voulais en parler pour me dégager un peu de ces poids. Et en plus aussi, je savais qu'il y aurait aussi des spécialistes qui pourraient m'aider justement à trouver une solution. Comme Yvonne, j'attendais beaucoup d'Yvonne aussi. Alors, vous aviez fait preuve de beaucoup de courage à l'époque et votre témoignage nous avait particulièrement touchés. On va regarder tout de suite un petit rappel en images de votre précédent passage et puis juste après, nous découvrirons en quoi votre vie a changé. Et apparemment, elle a changé depuis. J'ai envie de dire aux gens, mais qu'est-ce que vous regardez, quoi? Je ne suis pas une bête de foire. Depuis l'âge de 22 ans, Herline souffrait d'un problème de pilosité sur le visage.
Ça me fait bizarre quand je vois cette barbe et tout. Donc, je me dis que voilà, pourquoi je devais avoir ça? Je suis une fille quand même. Herline devait se raser tous les 2 jours. C'est un enfer, quoi. Un homme. C'est vraiment difficile. J'aimerais bien trouver une solution. Si je pouvais ne plus avoir à les faire. Des solutions, Herline en avait cherché. Plusieurs fois, elle avait eu recours à des interventions médicales. J'ai eu des brûlures tout autour et c'était vraiment horrible à voir. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Yvonne Poncé-Bonisol, notre psychologue, avait alors souhaité lui venir en aide. Votre histoire m'a beaucoup touchée, donc j'ai contacté certaines personnes et il y a un tout nouveau laser qui est arrivé, donc je vous mettrai en contact. Si ça peut m'aider justement à aller de l'avant, il serait vraiment une bonne chose. 1 mois après l'émission, nous avions retrouvé Herline pour sa toute première séance de laser. Et pour l'occasion, Yvonne avait tenu à la soutenir. Bonjour. Voilà, je suis là. Je ne m'y attendais pas. Oh oui. Eh bien, Herline, maintenant, tu vas rencontrer le docteur. Tu vas avoir ta première séance et moi, je vais t'attendre ici pour voir les premiers résultats. Et je suis déjà impatiente de voir le résultat. D'accord. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. C'est bon? C'est bon pour aujourd'hui. D'accord. Alors? Attends, c'est magnifique. Oh là là. Alors, est-ce que c'était douloureux? Un tout petit peu, mais ça va. C'était pas grand-chose. Là, déjà au toucher, je sens que... Ah voilà. oui, c'est plus... Ah oui. Voilà. C'est pas la même chose. Hein. Ça va transformer ta vie. Merci beaucoup. Un an après sa première séance de laser, Herline arrive au terme de son traitement. Et c'est une femme métamorphosée que nous retrouvons. Aujourd'hui, je me sens bien, super bien. C'est comme une nouvelle Herline, au fait, une renaissance dans ma vie, quoi. Donc, je suis vraiment super heureuse, très heureuse. C'est la belle vie, au fait. Hein. La vie est belle. Bien dans sa peau, Herline n'hésite plus à se mettre en valeur. Elle a rendez-vous ce matin dans un centre de bien-être. Bonjour madame, bienvenue. Merci, j'ai un rendez-vous pour un soin. Pour un soin du visage, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Oui. Si vous voulez, je peux vous laisser patienter en regardant nos produits. À tout de suite. Aujourd'hui, fini les rasoirs. Maintenant, ce n'est que les produits de beauté, les soins de visage. Je suis bien, donc voilà. Je me sens comme une princesse. Après des années de complexes, Herline est enfin réconciliée avec son image. Avant, j'avais du mal à me regarder comme ça. Mais là, aujourd'hui, je me sens bien, je me sens belle. Ah, t'es déjà là? Pour une fois, t'es à l'heure? Ouais. Sandra, la cousine d'Herline, qui l'a toujours soutenue dans les moments difficiles, se réjouit de la voir aussi rayonnante. Franchement, aujourd'hui, je te trouve trop belle. Là, tu t'assumes et tout. T'as vu comment t'es habillée, un peu sexy et tout. Une femme plus que moi-même. Donc là, je suis un peu jalouse, mais bon, ça va. T'inquiète. Je te retrouve enfin. Herline, libérée de ses complexes, s'autorise enfin à profiter de la vie et à sortir entre amis. Ça va? Et pour que son bonheur soit aujourd'hui complet, il ne manque peut-être plus qu'une seule chose à Herline. Je te trouve très épanouie, très ouverte, quoi. Maintenant, tu vois, tu as envie de sortir, tu as envie que les gens te voient. Voilà, exactement. Donc, oui. tu te sens vraiment mieux, quoi. Maintenant, il te manque un prince charmant, comme on dit. J'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de plaire, j'ai envie de séduire et tout, donc voilà. Les regards des hommes, maintenant, en fait, ça te fait plus peur, en fait. J'ai remarqué. Voilà. Donc, du coup, quand un homme te regarde avec insistance et tout ça, tu regardes aussi, donc, pour dire « je suis libre ». Il me manque ça, mon frère charmant, il viendra. Il va venir. C'est son cheval blanc. Herline, vous n'êtes plus la même, donc, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Dans quel état étiez-vous en sortant de notre plateau?
Déjà, c'était comme un déclic, au fait. Déjà, c'était le commencement. D'après tous les témoignages que j'avais entendus sur le plateau, comme le témoignage de Myrtille, les conseils de Myrtille et tous les autres invités, donc je me sentais déjà tout autre, déjà. Donc, je commençais déjà... Pardon ? Ça vous avait fait du bien, déjà, Oui, d'entendre, voilà, déjà du bien. Des Voilà. gens qui assumaient leurs différences. Voilà, c'est ça. Et vous parlez de Myrtille, donc qui, elle, disait qu'elle vivait très bien, qu'elle s'accommodait de son nez en trompette. Voilà, c'est ça. Je me suis surtout inspirée d'elle, parce qu'elle m'avait demandé, conseillé quelque chose. Elle m'avait dit, si on vous regarde, s'il y a des regards qui sont portés sur vous, voilà, venez, faites boum, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous regardez et tout? Et j'ai eu à les faire et ça m'a beaucoup fait marrer, en fait. Donc, et puis, on l'a vu dans le reportage, Yvonne Poncet-Bonissol a tenu à vous apporter son soutien. Comment s'y est-elle prise, exactement? Déjà, elle m'avait emmenée voir dans un centre laser pour une première fois. Et les lasers, au fait, n'étaient pas adaptés à la peau noire. Et donc là, c'est vrai que j'étais très déçue, effondrée, parce que je commençais à perdre espoir. Mais finalement, je n'allais pas me débarrasser de ça. Mais elle m'avait vraiment soutenue. Elle m'a conseillé, elle a dit qu'elle ne lâcherait pas si elle ne trouve pas une solution pour moi. Et donc voilà, c'est pour ça que vous avez vu comme dans les reportages, on est allé dans un deuxième centre laser où justement je suis en train de faire quelques séances. En fait. Donc en fait, ça dépend de la qualité du laser. Il y en a qui sont adaptés aux peaux noires. Oui, c'est ça, apparemment, oui, apparemment. Donc là, vous avez fait combien de séances déjà? Jusque-là, j'en ai fait 6 et les résultats sont là. Et il m'en reste juste, je crois, 6 aussi, je crois, parce que c'était une dizaine pour que ça parte définitivement. Donc en fait, le laser s'attaque au bulbe, c'est ça? Et le poil ne repousse plus? Voilà, c'est ça. C'est comme expliqué. J'ai pas trop bien compris l'explication. L'essentiel pour moi, c'était que ça parte. Voilà. C'est douloureux? Non, plus maintenant. Au début, c'est vrai, comme les poils étaient assez durs, c'était un peu douloureux. Mais maintenant, voilà, depuis... Comment ça se fait? La peau s'habitue à la douleur? Je pense pas, c'est plus par rapport aux poils parce que après ça a poussé un peu plus fin, comme si c'était des poils normaux. Donc, Et c'est des séances espacées de combien? Il faut attendre que les poils repoussent entre les deux, c'est ça? Oui, c'est ça. Déjà, imaginez-vous, avant, je me rasais tous les 2 ou 3 jours. Et maintenant, je peux attendre 3 mois, 3 mois et demi. Voilà, je n'ai rien pour avant la prochaine séance. Donc. Comment vous décririez la femme que vous êtes devenue? Aujourd'hui, je suis une vraie femme avec un grand F. Parce que je me sens bien dans ma féminité. Donc maintenant, j'assume, je m'affirme et voilà, je me sens belle. Et je n'ai plus ces mal-être, en fait. Et les hommes sont réceptifs? Oui, je l'avoue, oui. C'est-à-dire, vous avez un fiancé? Non, pas pour l'instant. Je cherche le prince charmant. Mais bon. Voilà. Mais oui, je suis intéressée, oui. Je me sens belle, je me sens, voilà, je me sens bien. Bon, donc si on reçoit du courrier, on vous l'adresse? Oh, bien sûr, volontiers. Alors déjà, on en a eu plein de réactions Internet après votre premier passage. Qu'est-ce que... Vous êtes venu avec certains courriers? Oui, exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous a dit, par exemple? Déjà, j'ai un extrait, parce que j'ai eu beaucoup de courriers sur les forums. Et beaucoup de messages par mail aussi. Et là, j'ai un extrait. Voilà. Qui vous a écrit ce message? C'est une femme. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Voilà, l'extrait. J'ai été très touchée par ton témoignage sur France 2 dans Toute une histoire. Puis, je suis allée sur le forum et me voilà en train de t'écrire un mail. Tout ça pour te dire que je comprends totalement ce que tu vis. J'ai 22 ans et j'ai les mêmes problèmes de barbe. Pour moi, ça a commencé à la puberté et j'ai toujours eu droit à des moqueries. J'espère de tout cœur que tout cela changera pour toi. Pour moi, tu restes une superbe femme avec une force et un courage à couper le souffle. Bonne continuation à toi. Ça vous a ému, ces courriers? Beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai pris mon temps pour répondre. Des fois, j'avais des larmes aux yeux parce que beaucoup de femmes se sont identifiées à moi. Et en venant ici, je ne pensais pas du tout. Je croyais que j'étais peut-être la seule. Voilà. Mais là, vraiment, j'ai vu qu'il y avait plein de femmes qui avaient ces problèmes-là et qui n'osaient pas le dire tout haut. Et voilà, elles m'ont beaucoup encouragée. C'est ce qu'on dit souvent, participer à cette émission, c'est sortir de l'isolement aussi, et se rendre compte qu'on n'est pas seul à affronter ce genre de problème. Exactement, oui. Et bien, écoutez, on se réjouit
de ce changement. Et puis si vous avez d'autres bonnes nouvelles à nous annoncer, vous n'hésitez pas à revenir nous voir. D'accord. On va se replonger à présent en histoire d'Isabelle. À l'époque, Isabelle, vous aviez confié que lors d'une idylle passagère, vous vous étiez retrouvée enceinte par surprise. Et pourtant, vous avez décidé de garder ce bébé, de l'élever toute seule. Enceinte, mais seule. C'était le titre de cette émission que nous avons diffusée le 11 septembre 2012. Je vous propose de regarder un extrait avant de découvrir où vous en êtes aujourd'hui. Je m'étais toujours dit, si à 30 ans passés, j'ai pas d'enfant, eh bien, j'en aurai un toute seule. À 30 ans, Isabelle s'était séparée de son petit ami après 3 mois de relation. Un mois plus tard, elle découvrait qu'elle était enceinte. Vous avez décidé de garder ce bébé. J'ai décidé de le garder. Est-ce que vous avez informé le père? Oui, bien sûr. Je l'ai appelé pour lui dire... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était terminé, qu'il ne voulait pas en entendre parler. Isabelle avait alors dû faire face à son rôle de mère célibataire. Au bout de quelques années, vous avez accusé le coup. Bah oui, parce que pour moi, rien n'est impossible, quoi. On y va, voilà. Ce Wonder Woman, c'est la vie est belle et tout. Et un jour, ma fille avait 2 ans et demi à peu près. Et j'avais un rendez-vous chez le gynécologue. Après un examen, j'ai fait un malaise, quoi, en fait. Et là, j'ai commencé à être pas bien. Pas bien parce que voulant être parfaite et faire le papa, la maman, enfin bon, eh bien, à un moment, ça passe pas, quoi. Donc ça s'est traduit comment, votre mal-être? J'étais en dépression, quoi. Donc, j'étais fatiguée, j'arrivais plus à gérer, quoi. Ça a duré longtemps? Ça a duré, oui, le temps de lâcher prise, quoi. Comment ça va aujourd'hui? Bah bien. À quoi ressemble votre vie de femme? Je me suis retrouvée moi-même. J'ai rencontré quelques hommes aussi. C'est pas forcément facile parce qu'il faut pas chercher le papa pour sa fille, mais l'homme pour soi. Combative et positive, Isabelle avait voulu faire part de son expérience à Claire et Julie, présentes sur le plateau. Faut pas baisser les bras, même si vous avez le droit d'avoir votre ressenti, de pas forcément être bien, de pas savoir les questions. Moi aussi, j'en ai eu des questions. Mais pas se mettre de pression, quoi. Pas partir défaitiste. Un an après sa venue sur le plateau de Toute une histoire, nous retrouvons Isabelle, dont la vie a totalement changé. En sortant du plateau, j'ai regardé ma fille et j'ai dit, voilà, notre histoire, enfin, une page se tourne et on va pas pouvoir repartir sur d'autres bases. C'était aussi pour, quand elle serait grande, qu'elle puisse voir que je me suis occupée d'elle et tout ça, et que même si un jour j'étais faible, qu'elle m'a vu pleurer, qu'elle m'a vu pas bien, elle aura les réponses à ses questions. Après avoir justement pris du recul par rapport à toute ma vie avec ma fille, je me suis rendu compte que je commençais à devenir femme. Donc j'ai rencontré un homme. Quelqu'un qui avait déjà eu une vie de famille et qui a 3 enfants. Il y a 1 an, Isabelle a rencontré Jérôme, celui qui a réussi à lui redonner confiance en l'amour. Il m'inspirait la sécurité, la stabilité aussi. Donc, c'était la bonne personne. Françoise, la mère d'Isabelle, et Jade, sa fille de 8 ans, sont unanimes pour dire que la jeune maman s'est transformée depuis son passage sur notre plateau. L'émission a pu apporter à Isabelle le fait, je pense, de s'exprimer. Ça l'a fait grandir peut-être. Elle a eu l'impression de se rendre utile, quoi. Maman, elle a changé depuis quelques temps. Elle a rencontré un chéri et puis il s'appelle Jérôme.
Le déclic, ça a été quand même qu'elle a rencontré Jérôme, parce que là, elle s'est sentie bien dans sa tête. Elle a quelqu'un qui s'occupe d'elle, qui est attentionné. Jérôme, c'est comme mon papa. Des fois, il gronde et puis il est gentil sinon, quand on fait pas de bêtises. Et pour le plus grand bonheur de Jade, son beau-père a déjà 3 enfants. Je m'amuse bien avec les enfants. Comme par exemple, le week-end qui vient, il y aura les enfants à Jérôme pendant 3 semaines. Ça va être trop génial. Ils sont complices et puis... Si, c'est bien, c'est bien. Je pense que j'espère que ça va durer. Maintenant, elle est plus heureuse. Elle est plus épanouie, ma fille. Et par ce fait, Jade, un jour, elle m'a dit, tu sais, mamie, et maintenant, tu sais, on est une famille. Je vais dire à ma fille aujourd'hui, à ma fille et ma petite fille, voilà, sois forte Françoise d'abord, pour toi déjà. Et je vais leur dire que je leur souhaite vraiment de vivre vraiment avec beaucoup de bonheur cette nouvelle vie, parce que je les aime très 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 fort. Voilà, j'ai tout dit. En quelques mots, j'ai tout dit. À Noirmoutier, où elles habitent depuis maintenant 6 mois, Isabelle et Jade se préparent pour aller retrouver Jérôme. Alors moi je vais mettre du parfum, je vais mettre... C'est bon, tu vas y arriver? T'en mets pas trop, Jade, parce qu'après, ça va pas sécher. Mais alors, est-ce que je reste habillée comme ça? Oui. Est-ce que maman est belle? Oui. Ouais. C'est bon, Jade. Pas trop. Oh bah, dis donc, tu vas sentir la cocotte. Hein. T'es belle? Tu vois si t'es belle? Regarde-moi. Sourire. Est-ce que t'es heureuse, mon cœur? Oui. Oui. Allez, moi, je t'aime, ma chérie, tu sais. Allez, en route. C'est bon, c'est parti. Inséparables depuis leur rencontre, Jérôme et Isabelle ont fait l'acquisition d'un bar pour y travailler ensemble. Coucou, c'est nous. Oh ouais. Waouh. Ça va trop, t'es pas bien. Bébés amoureux. Merci, mon chéri. Bah oui, elles sont super belles. Isabelle et Jérôme fêtent leur 1 an de rencontre et ils ont tenu à ce que Jade partage cet événement avec eux. Bon, à nous? Finchi? À nous, un an? Un petit Jade. À nous? Bon, aux enfants qui sont pas là. Ouais. Isabelle a retrouvé l'amour et Jade a enfin une vraie famille. Mais elle ne peut s'empêcher de questionner le couple sur leur avenir. Alors, depuis 1 an, vous êtes heureux? Bah oui. Et toi, t'es heureuse? Oui. C'est vrai? Ça fait longtemps. Ah, c'est bien. Ça n'a pas été facile au départ de partager ta maman alors qu'on avait toujours été toutes les deux. Oui. Vous deux, vous pouvez vous marier et avoir un enfant. T'aimerais bien qu'on se marie? Oui. Ah oui? Ça serait Et drôle. qu'on ait d'autres enfants? D'autres Oui. enfants? Waouh! Ils sont encore plus que 4? Oui. Plus que 4 enfants? Oui. Notre gars, notre frère? Fille. Enfin, une fille, tu veux? Pas des jumeaux. Hein. Après, tu Oh oui, jumeaux. Ah non, là, ça va. Non, pas des jumeaux. Ouais. Bah, qui sait? On se mariera peut-être un jour. Isabelle, votre vie a bien changé depuis votre précédent passage dans notre émission. On va d'abord revenir un peu en arrière. En préparant l'émission, vous nous aviez confié qu'Yvonne avait prononcé une phrase qui est restée gravée dans votre mémoire. Que vous a-t-elle dit précisément? Alors Yvonne, donc elle était assise à côté de moi et tout d'un coup elle m'a dit, elle a résumé tout ce que j'avais vécu. Elle m'a dit, vous êtes allé au bout de vous-même, au bout de ce que vous pouviez aller. Et ça m'a... J'ai senti qu'en fait, elle avait tout résumé en une seule phrase, en disant... et je m'en étais pas forcément rendu compte, quoi. C'est-à-dire qu'en tant que maman, vous aviez donné tout ce que vous pouviez donner. Voilà, en tant que maman, j'avais donné tout ce que j'avais pu donner. Et forcément, à un moment, on est maman, mais on est aussi une femme. Il fallait peut-être un peu vous recentrer sur vous-même et sur votre vie de femme. Il fallait que je me retrouve aussi, quoi, en fait. Ouais. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec nos autres invités? Oui, j'ai gardé des contacts donc, avec Julie, qui venait d'avoir une petite fille. Et j'ai gardé aussi des contacts avec Cathy. Donc Cathy qui avait donc perdu son mari alors qu'elle était enceinte. Et on doit se revoir, on ne s'est pas encore revus.
mais on échange sur Internet. Et les réactions de votre entourage suite à la diffusion de l'émission, quelles ont-elles été? Eh bien, les gens, en fait, j'ai eu que des bons retours. Les gens ne savaient pas, en fait, tout ce que j'avais pu vivre pendant toutes ces années. Je pense que les gens pensaient aussi que j'étais quelqu'un d'assez, pas égoïste, mais j'avais quand même voulu garder cet enfant pour moi toute seule. C'était ma décision. Et ils ne savaient pas non plus l'envers du décor. Donc, se sont rendus compte, certainement que ça n'avait pas été toujours facile, quoi. Et peut-être que voilà, ça a permis aussi de me voir différemment que ce que j'étais. Alors, vous avez décidé d'avancer. On l'a vu dans notre reportage. À peine 3 mois plus tard, votre vie a pris un tournant décisif. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Jérôme, celui qui est aujourd'hui votre compagnon? Voilà. Donc, en fait, je me suis inscrite sur Internet, sur un site de rencontre. Et là, à un moment, Jérôme m'a contacté, enfin m'a envoyé un message, un très beau message, et j'ai décidé de lui répondre. Donc on s'est vus assez rapidement, parce que moi je voulais pas attendre, échanger, vaut mieux voir les gens pour savoir réellement de quoi on parle. Et donc on s'est rencontrés. Ça n'a pas été le coup de foudre réciproquement, mais je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas la même personne que ce que j'ai déjà rencontré, quoi. Enfin, c'est pas le même style d'homme. Vous êtes sentie en confiance? Oui, je me suis sentie, en confiance, et puis quelqu'un de responsable, quelqu'un que j'allais pas encore devoir porter, voilà. De protecteur. Voilà, oui. Ça doit vous faire drôle, après avoir vécu cette relation fusionnelle avec votre fille. Vous retrouvez toutes les deux maintenant. Chacun retrouve sa place. Ça se passe bien? Oui, très bien, super. Comment vous envisagez votre avenir avec Jérôme? Déjà, peut-être l'année prochaine, on va avoir 40 ans tous les deux. Donc peut-être un mariage. Un 5e enfant, on verra. Parce que déjà, 4, c'est déjà... Voilà, il faut s'en occuper quand même. Donc, on verra ce que l'avenir nous réserve. Eh bien, on vous souhaite d'être heureuse. Je vais vous demander maintenant à toutes les deux de signer le grand livre de l'histoire continue. On va commencer avec vous. Bon après-midi sur France 2. Merci à vous tous d'avoir témoigné. Merci pour votre confiance. Et on termine donc avec du jazz manouche. Que toca mesma, me toca más, tu manca me ternice. Pe mangue que toca mesma, me toca más, tu manca me ternice. Já samengue do janeiro, anda baro ve, pe mangue ternice, que toca mesma. Samengue do janeiro, anda baro ve, te mangue ternice, que tu camere. Pilen cai mandile, o te braço que te, chorando minha me marde, sus la calemba, zelaneia ca, ande braço que te. Ce sont des adolescents au courage exemplaire.
collège où j'étais, ils se sont tous éloignés de moi, sous prétexte que j'étais limitée dans mes déplacements, donc en gros, je ne servais plus. J'étais un déchet. Au collège, je subissais pas mal de moqueries, des violences verbales et parfois même physiques. Malgré leur handicap, ils ont décidé de prendre les choses du bon côté et de vivre comme tous les jeunes de leur âge. J'ai commencé à comprendre que la vie, elle était courte et du coup, j'ai commencé à faire plein d'activités. Et en fait, un matin, je me suis levée en me disant « Voilà, c'est fini d'avoir peur et maintenant tu affrontes les gens. » Il ne faut pas s'écouter, il faut surmonter les obstacles et je me suis fait la promesse en fait d'utiliser le moins possible mon fauteuil, quoi qu'il en coûte. Des ados bien dans leur peau qui feront partager leur expérience à Lisa, qui elle a plus de mal à accepter sa différence. Je vis la même chose que Lisa en fait. Et ça fait du bien, ça fait du bien, Louise, de se comprendre? Oui. T'es née comme ça, il faut que tu t'assumes toute ta vie. C'est ce qui fait ta force.